Alors bonjour, évidemment, je prends la parole en fin de journée. J'espère que vous avez encore un peu d'énergie, qu'on a assez ouvert les fenêtres. Peut-être pour vous rassurer, vous dire tout de suite que je ne vais pas parler de PSC et ni rien du tout de la nouvelle langue et absolument rien d'institutionnel. Euh, Peut-être me présenter, Nicolas Cramard, je dirige le musée de la nature du Valais, dont vous avez une capture d'écran de notre tout nouveau site internet et de notre tout nouveau logo. C'est pour ça que je l'ai mis en si grand, mais c'est vraiment tout nouveau. Euh, mais c'est donc hier qu'il a été. Ouais, on vient de changer l'identité graphique. J'ai malheureusement encore pas le fond pour la présentation, donc j'ai adapté des choses que j'ai. Euh, Peut-être comprendre, il s'agit d'un musée de sciences naturelles. Euh, Vous m'entendez? Ah, pardon. Il s'agit d'un musée. Alors, c'est pas un écomusée, c'est un musée standard, j'ai envie de dire. C'est un musée d'État du canton du Valais. Donc, la Suisse, c'est une confédération avec des États. Donc, en l'occurrence, c'est l'État du Valais. C'est anciennement le musée cantonal d'histoire naturelle, donc un musée dédié aux sciences naturelles, assez classique, et puis qui a connu un changement important autour des années 2010, étant donné que ce musée, quand bien même il est par rapport au patrimoine dit, je déteste cette expression, je vous l'expliquerai après, du patrimoine naturel, et est assez intéressant parce qu'il faut savoir que le canton du Valais, c'est un canton alpin avec une très grande richesse de milieux naturels. Donc il y a des objets du patrimoine naturel valaisan qu'on retrouve dans les plus grands musées, non seulement de Suisse, mais du monde, que ce soit en termes de biologie ou de géologie. Mais malheureusement, le canton du Valais étant un canton pauvre, non universitaire, évidemment, je dirais sous des formes de colonisation différentes de celles qu'on connaît d'habitude, eh bien, les choses sont sorties du canton du Valais. La colonisation, c'est que des enjeux de pouvoir. Et donc, en fait, on les retrouve dans des autres lieux de savoir et de pouvoir en Europe ou aux États-Unis, par exemple. Donc, une collection relativement modeste. Et donc, le pari qui avait été fait du point de vue stratégique de la direction des musées cantonaux à l'époque, parce que ce musée dépend d'une structure muséale qui s'appelle Musée cantonaux du Valais. Il y a le musée d'art, le musée d'histoire et ce musée de la nature. Il a été décidé que ce musée doit également traiter des relations entre les sociétés et leur environnement. Alors, tous ces termes, ils sont très connotés, ils sont assez délicats. Et donc, moi, je me suis présenté à ce poste en disant, vous devriez traiter de l'Anthropocène. Donc, c'est le thème que je vais utiliser aujourd'hui parce que je trouve que c'est un terme qui est un concept qu'on peut critiquer, qui a bien sûr des défauts, mais que je trouve intéressant, avec une grande heuristique. Et donc, je vais traiter de cette question-là. Donc, je aussi donc, bien préciser, je ne vais pas parler d'enjeux quand je parle d'enjeux sociaux et de défis socio-économiques, je vais pas traiter de questions institutionnelles, du fonctionnement du musée. Je vais seulement traiter, mais c'est déjà pas mal, j'essaie d'avancer petit pas par petit pas dans ce domaine-là, au niveau thématique du positionnement du musée et des implications en termes de collection et d'exposition et forcément de médiation. Donc je vais rester sur ces thèmes-là. Donc dans un premier temps, je vais quand même parler de l'Anthropocène, puisqu'il y a beaucoup de confusion autour de l'Anthropocène. Donc forcément, je vais faire des choix. Je vais même justifier certains de mes choix. Vous pouvez tout à fait ne pas être d'accord avec moi. Encore une fois, l'Anthropocène, c'est un concept super intéressant parce qu'il amène à la discussion, mais je vais faire des choix. Peut-être préciser aussi que je parle d'où. De formation, je suis géologue. J'ai une formation de géologue avec un doctorat en géochimie, cristallographie, mais j'ai aussi une formation en plus en sciences humaines et sociales parce que j'ai fait un master en histoire, philosophie didactique des sciences, master de recherche à Lyon 1, 10 ans après ma thèse, je suis retourné à la fac, mais parce que je me suis toujours intéressé au fait à la philo, à ces choses-là, à l'anthropologie, et puis aussi beaucoup à son implication, c'est-à-dire la didactique des sciences, parce que la didactique des sciences, ou la didactique en général, au-delà de visions très caricaturales qu'on peut avoir sur elle, reste une forme de, et ça a été nommé comme ça dans la littérature, et ça, on doit ça même à Jean Piaget, c'est une forme même d'épistémologie expérimentale. Il y a une dimension liée au concept qui est très intéressante, donc qui n'est pas suffisante pour faire de la bonne médiation, mais qui amène, je trouve, des approches intéressantes et une réflexion sur les concepts. Donc voilà, vous verrez, parce que au moment je vais parler d'objectifs pédagogiques, donc j'ai quand même une vision forcément orientée qui questionne ces enjeux de ce point de vue-là. Alors, je vais commencer par des considérations sur l'Anthropocène, et puis, bon, on est en France, mais forcément, j'aime bien citer Bruno Latour, parce que Latour disait que nous sommes en situation de guerre planétaire. Et il le disait en particulier, alors maintenant, bien sûr, on voit bien le contexte dans lequel on est, mais lui, il le disait en particulier dans le contexte du Covid.
parce qu'on s'inquiétait beaucoup, mais il était important pour lui, comme bien d'autres personnes, mais étant donné c'est quelqu'un qui était très connu à l'international, ça avait une certaine portée, de dire, mais le problème, finalement, le plus important, en fait, dont tous les autres dépendent in fine, c'est quand même les enjeux, c'est quand même la fragilisation des écosystèmes terrestres. C'est-à-dire que sans ça, c'est la condition de l'habitabilité de la Terre qui se pose. Alors évidemment, ce n'est pas le seul problème, mais c'est une question qu'on a nécessairement adressée. Enfin, ça, c'est du franglais, c'est peut-être pas le bon terme. Alors, la question, c'est vraiment de prendre conscience de où on en est. Alors, je suis géologue, je vais faire un petit détour pour un concept qui est très intéressant, c'est celui des extinctions massives. Vous avez peut-être connaissance du fait que dans l'histoire des 600 derniers millions d'années, on a pu mettre en évidence sur Terre 5 événements majeurs d'extinction massive d'espèces vivantes. Et on peut représenter ce type d'extinction massive au travers d'une courbe comme si c'est pas du quantitatif, hein, où on représenterait la biodiversité et le temps. Et pour définir ce qu'on appelle une extinction massive, il y a deux conditions. Il faut soit observée une chute de la biodiversité conséquente qu'on peut estimer à minima à 75%. Oui, je fais un effort, hein, je viens de Suisse, mais pour parler français. À 75%. Ouais, c'est pire que ça, je suis aussi à moitié croate, hein, donc ça, c'est pas bon de le dire aujourd'hui pour certains d'entre vous. Mais il y a une diminution, une extinction minimum de 75% des espèces vivantes, mais aussi sur une durée de moins de 2 millions d'années. Donc effectivement, c'est à peu près le scénario qui s'est produit pour la dernière extinction bien connue qui amène à la fin des dinosaures. Donc on a en général voilà, une chute, et puis aussi il y a toujours une remontée. Hein, la vie, elle va de nouveau se redévelopper. Et donc si on s'intéresse à la dernière grande extinction connue, celle de la fin des dinosaures, des fois ça sature un peu le son, mais ça va, je ne veux pas que je mette trop fort. Eh bien, on peut constater que la courbe elle est un tout petit peu plus riche parce qu'on commence par une diminution comme tout à l'heure et puis après on a une accélération du phénomène. Et ça, c'est du fait qu'il y a la conjonction de deux phénomènes. Tout d'abord, un volcanisme important qui s'est déroulé. En l'occurrence, à l'époque, l'Inde était en train de dériver dans ce qu'on appelle l'océan Indien, actuellement sur l'île de la position de l'île de la Réunion, qui n'existait pas à l'époque. Et puis, il y a eu un très, très important volcanisme qui a vraiment, au moins pendant plus de 300 000 ans, modifié très fortement le climat sur Terre. Enfin, voilà, il y a des incidences ubiquistes sur la vie sur Terre. Et puis ensuite, un deuxième événement qui arrive, qui va être le coup de grâce, qui va être la chute de la météorite, qui va accélérer le phénomène. Et puis ensuite, la vie, elle a repris ses droits hein, après ce qu'on appelle le Cénozoïque, après cette fin de cette ère secondaire, mésozoïque. Eh bien, on a un redéveloppement de la biodiversité. Et donc, la question, c'est de se dire, mais par rapport à une telle courbe, où en sommes-nous actuellement? Et au fait, si on compare, on voit que dans ce que nous sommes en train de vivre, on a une pente de chute de la biodiversité actuellement qui est plus importante que celle qui serait due à un volcanisme important, tel que la Terre l'a connu il y a 65 millions d'années, mais aussi il y a d'autres périodes dans le passé. Donc, au fait, on a plutôt une pente qui ressemble à une chute de météorite. Et ça, c'est très contre-intuitif. Au fait, on est en train de vivre, c'est pour ça qu'on parle parfois qu'on est dans la 6e extinction des espèces vivantes, donc on n'a encore pas répondu aux critères du 75% des espèces disparues, mais néanmoins, la vitesse à laquelle la biodiversité est en train de chuter est comparable à une chute de météorite. Et ça, c'est très contre-intuitif parce que quand on pense à une chute de météorite, on a le modèle du grand barbecue. Hein, on pense que tout brûle et tout pète. Au fait, non. Il y a bien sûr, et ça a été un cataclysme phénoménal, mais n'empêche que pour atteindre les 75%, ça n'a pas pris quelques jours, ça a pris pas mal de temps. Et donc là, actuellement, on a des chutes de biodiversité qui sont vraiment des vitesses de diminution de cette biodiversité qui sont juste ahurissantes, quoi. C'est vraiment phénoménal. Donc je vais insister sur ce point parce que vous voyez que d'une certaine manière, je vais revenir là-dessus, cette idée d'anthropocène, que nous sommes en train de vivre un événement, on va dire, d'ordre qui a une dimension géologique, au fait, hein, en termes d'importance. Donc il y a une multitude de thèmes qui sont associés aux enjeux environnementaux. On parle souvent du climat. Depuis quelques années, on a associé la question de la biodiversité que je viens de présenter, mais en réalité, il y en a beaucoup d'autres de thématiques environnementales et comme on simplifie tellement dans nos sociétés les discours, en fait, on se base que sur le climat. Et même, il y a une tendance, moi je sais que c'est le cas, par exemple, je crois, à la ville de Genève, on va mettre toutes les thématiques environnementales sous celle du climat, comme si elles en dépendaient d'un point de vue thématique, ce qui est faux du point de vue scientifique. C'est vraiment faux. Par exemple, la biodiversité, elle est liée à une multitude de facteurs, et jusqu'à présent, ça n'a pas été le climat
on est déjà dans la situation que je viens de décrire sans la question du climat. Donc le climat devient un facteur très important parce que ça commence à devenir très problématique. Mais même sans le climat, on était déjà dans cette merde. Donc c'est quand même assez fou. C'est quand même assez fou comme on n'arrive pas à s'en rendre compte. C'est très difficile. Donc il y a des enjeux comme le modèle des limites planétaires. Je reviendrai dessus. Donc la question c'est comment nommer, finalement, on se pose la question de comment nommer ce que nous sommes en train de vivre. Donc, il y a des concepts qui sont mobilisés comme changement climatique, on parle de chute de biodiversité, on parle de changement global, on parle de crise environnementale. Mais le terme de crise environnementale, il faut l'enlever du vocabulaire. Même des gens très instruits et très intelligents et très respectables l'utilisent. En fait, non. Par définition, une crise, c'est un moment duquel on peut revenir. C'est-à-dire qu'il se passe quelque chose de problématique et quand la crise se baisse, on revient à la situation initiale. Là, l'inertie est tellement grande sur le système Terre, sur ce que nous sommes en train de vivre, que l'on ne pourra pas revenir, en fait. Donc la notion de crise ne devrait pas, parce qu'il y a un enjeu de communication, on ne devrait pas l'utiliser. Parce que si on utilise le mot crise, on laisse penser qu'on pourrait revenir à l'avant. Impossible. Ne serait-ce que sur le climat et sur toutes les autres. Donc, ne croyez pas qu'on va enlever l'océan, les plastiques dans les océans en allant draguer ce qui est en surface, parce que malheureusement, il y en a plein qui est tombé. Et là, on ne va pas les gratter le fond des océans. C'est les plus de 70% de la surface de la planète. Pas possible. Du plastique, il y en a juste partout et ça va durer un petit peu. Donc, il y a plein de concepts. Donc, changements globaux, c'est pas mal, parce que ça montre qu'il y a une diversité de changements et puis qui sont ubiquistes. Mais finalement, moi, ce que je préfère, c'est l'anthropocène. C'est un concept, comme je disais en introduction, qui a des limites, mais qui, quand même, est beaucoup plus englobant et plus large. Donc, j'aimerais un petit peu développer cette idée. Et donc, l'anthropocène, à la base, c'est une question géologique, ou plutôt, c'est une question qui a été amenée aux géologues en disant c'est tellement incroyable ce qui est en train de se passer maintenant, vous devriez introduire dans votre échelle des temps géologiques une époque qu'on appellerait anthropocène et qui suivrait celle de l'Holocène. Et donc, voilà, c'est une question qui a été posée et puis qui a été refusée au mois de mars l'année dernière par le Comité international de stratigraphie. Donc il faut savoir qu'il y a eu un travail de 19 ans un sous-groupe de travail de cette commission stratigraphique internationale, un sous-groupe de travail d'ailleurs interdisciplinaire, qui a conclu à une large majorité qu'il faudrait introduire l'anthropocène dans l'échelle des temps géologiques, en plus avec des évidences géologiques très intéressantes. Je reviendrai, je vous donnerai quelques exemples tout à l'heure. Je ne vais pas être exhaustif là-dessus, mais enfin voilà. Mais néanmoins, le Comité international de stratigraphie a dit non, on ne peut pas faire ça. En plus, ils se sont dit, puis finalement, avec un avis général en disant c'est une question culturelle, ce n'est pas tellement une question scientifique. On va discuter de ça, on reviendra là-dessus. Et puis, néanmoins, ce qu'il en est, c'est qu'en fait, on constate déjà, par exemple, dans le champ académique, dans le domaine académique, ça c'est de l'anglais, champ académique, dans les domaines académiques, que l'anthropocène, en fait, est maintenant partout, il est omniprésent. Il est aussi omniprésent dans le monde des arts. C'est un thème qui est utilisé par des artistes, mais depuis plus de 10 ans, 20 ans maintenant, et qui continue à rester. En fait, ce point de vue est toujours intéressant. Ça montre la force de ce concept. Alors, du point de vue géologique, je suis géologue, j'ai mon avis. Moi, je ne suis pas très content. C'est pas parce que je travaille sur l'anthropocène que je ne suis pas content. C'est que je trouve ça souvent, on dit que on reproche à l'anthropocène d'être très anthropocentré. Et je trouve que la question de l'Holocène se pose aussi parce que l'Holocène, c'est le néolithique. Donc si c'est pas très anthropocentré de dire que finalement l'Holocène, c'est les conditions environnementales qui ont permis le fleurissement d'Homo sapiens, si c'est pas très anthropocentré. Et puis en plus, du point de vue stratigraphique, il faut savoir que l'Holocène a été défini dans des glaces à plus de 1000 mètres de profondeur dans le Groenland. Ça, comme stratotype, c'est vraiment faible. Parce que déjà, même avec les réchauffements et les modèles actuels, la zone, elle va pouvoir fondre assez rapidement. Mais quand bien même elle ne fondrait pas, il faut savoir qu'un glacier de type Inland 6, je sais pas, ces glaciers de pôle, sont de toute manière, la glace, c'est un polycristallin qui va connaître du fluage. Donc si vous avez un point au milieu de glace, il ne va pas rester au milieu de la glace, il va nécessairement fluer vers l'extérieur. Donc de toute façon, ce n'est pas un très bon marqueur. Alors que l'Holocène, lui, il a des marqueurs complètement fous, j'en évoquerai quelques-uns tout à l'heure, et qu'on sait qu'ils vont durer des centaines de milliers d'années ou des millions, voire des milliards d'années pour certains. Donc cette question-là, géologique, j'ai l'impression que la question géologique va se reposer, mais finalement, on n'en a pas besoin parce que le concept est là et il est intéressant, je trouve. Donc finalement, je pourrais vous proposer, au-delà de cette controverse scientifique pour définir l'anthropocène d'un point de vue géologique, eh bien, on peut considérer que l'anthropocène, c'est le concept qui
qui manifeste que les changements environnementaux que nous sommes en train de vivre sont significatifs au regard de l'histoire de la Terre. Donc ça, c'est très important, significatif au regard de l'histoire de la Terre. Donc vous voyez qu'il y a quand même une dimension géologique, il ne faut jamais l'oublier, cette dimension, hein. C'est-à-dire que, et ça c'est intéressant par rapport à nos représentations du temps, de dire que nous sommes en train de vivre quelque chose qui est géologiquement significatif, c'est quand même, pour nous occidentaux, assez choquant, parce que la géologie, on a tendance à la mettre loin, loin, loin dans le passé, et non, ce que nous sommes en train de vivre maintenant est significatif au regard de cette histoire de la Terre. Et puis c'est lié à une espèce particulière. Alors j'ai mis Homo sapiens, parce que c'est une limite forte, hein, du terme d'anthropocène, parce que d'un point de vue anthropologique, ça laisserait penser qu'il y a une seule humanité sur Terre, ce qui est inacceptable d'un point de vue anthropologique, mais finalement on peut aussi accepter l'idée que ça dépend à quelle échelle du temps on regarde les choses, et on regarde l'histoire de la Terre, finalement ce n'est pas le problème des géologues de se dire quel sous-groupe d'Homo sapiens c'est à l'origine du problème, et après on peut poser cette question, et je vais y venir. Donc ça c'est une définition, et j'ai eu cette discussion quand même avec des géologues contre l'anthropocène, personne ne peut contredire ce qui est écrit ici à peu près. Donc cet anthropocène, pour moi, ce qui est très important, puis je conclurai aussi là-dessus à la fin, c'est que l'anthropocène, c'est un signal, hein. On peut discuter de l'anthropocène et ça fait réfléchir, c'est intéressant comme concept, mais ce signal qui nous vient des sciences environnementales nous montre qu'il se passe quelque chose de dramatique, au sens propre du terme, ou extraordinaire, ou pas très normal. Donc c'est d'abord et avant tout l'anthropocène un signal. Alors, se pose la question, je ne vais pas la développer ici, du début de l'Anthropocène. Il y a des vrais, alors là aussi il y a une controverse, quand est-ce qu'il faudrait faire démarrer l'Anthropocène? Personnellement, je vous donne simplement mon avis, je préfère distinguer les concepts d'anthropisation et d'Anthropocène, et moi je suis personnellement plus pour d'avis qu'un Anthropocène devrait démarrer dans une période relativement récente, au moins après la révolution industrielle, sachant que pour moi, ce n'est pas du tout choquant que Homo sapiens, même des milliers d'années en arrière, ait eu des effets sur son environnement. Parce que, je veux dire, n'importe quelle espèce vivante a des effets sur son environnement. Des plantes, des animaux. Donc, maintenant, en plus, on a des méthodes analytiques complètement incroyables qui permettent de mettre en évidence ce genre de choses, mais n'importe quelle espèce le fait. Comme on a l'habitude, et on a par exemple, je sais pas, j'évoque l'idée, vous savez, l'hypothèse out of Africa, cette idée que donc Homo sapiens s'est sorti d'Afrique, on voit ces flèches là qui montrent la dispersion, et donc qui en soi devrait justifier que l'homme est conquérant par nature. Mais franchement, on pourrait multiplier des cartes comme ça. Bon, il faut avoir les données, mais pour des quantités incroyables d'espèces de plantes et d'animaux. C'est un propre du vivant. Donc forcément, on a une partie de nous-mêmes qui est animale. Nous sommes des animaux. Et donc, il y a des choses qui sont pas... Donc moi, j'ai un peu tendance, je fais un peu court, on pourrait discuter après, des fois à reprocher dans les gens qui veulent repousser trop loin dans l'Anthropocène, d'essayer de trop essentialiser ce que serait l'homme et diminuer la dimension culturelle et le sens qu'il peut donner à son rapport à la nature, hein. Je pense que dire que c'est le propre de l'homme, enfin, franchement, il y a un problème. Il y a certainement un peu de ça, c'est une part animale qu'on a en nous et qui peut être caractérisée de certains caractères, enfin, qui relève de certains caractères des mammifères, mais enfin, moi je crois quand même à la liberté que nous donne la culture et d'imaginer que notre rapport à l'environnement peut varier. Donc c'est une distinction que j'opère, et d'ailleurs pour information, le groupe de travail sur l'Anthropocène, lui, avait proposé le milieu du XXe siècle, parce qu'il y a des très bons marqueurs stratigraphiques qui se passent à ce moment-là, et on constate ce qu'on appelle la grande accélération, c'est-à-dire que là, on a sur le système Terre des implications très 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 profondes, ubiquistes, qui concernent effectivement pas que le climat, mais même des cycles géochimiques, comme l'azote, le phosphore. Il y a vraiment des choses très profondes qui se passent et qui explosent à partir du XXe siècle. Alors, après, il se pose la question de comment interpréter l'Anthropocène. Alors, je suis hyper caricatural parce qu'il y a une littérature, hein, vous pouvez lire Christophe Bonneuil et d'autres auteurs là-dessus, mais il y a en gros les cornucopiens et les doomsdayers. Les doomsdayers, c'est les prophètes de malheur. Je caricature, hein, c'est un peu, m'en voulez pas. Donc les cornucopiens, c'est les tenants de ce qu'on appelle le bon anthropocène. Et donc on a cette idée que les limites naturelles, elles peuvent être repoussées en mobilisant la ressource ultime, qui est celle du génie humain. Et donc pour ce mouvement écomoderniste, l'anthropocène, c'est même une opportunité pour rendre meilleur le monde avec la science, ou plutôt, je dirais, parce qu'on a l'exemple, c'est en train de se produire maintenant, je dirais plutôt la technique plus que la science. Et c'est quand même très intéressant parce qu'il y a une vraie dimension religieuse. Et ça a été analysé, je crois, par Dominique Bourg, aussi peut-être Naomi Noreski, ça j'ai pas bien lu. Mais si on analyse le discours de ces gens-là, c'est très judéo-chrétien. Nous faisons le constat de l'Anthropocène, nous ne savions pas
que nous avions abouti à un tel désastre, mais maintenant nous allons nous racheter. Vous voyez ce que je veux dire? On va se racheter. On ne va pas se racheter par la foi, mais on va se racheter par la science ou plus précisément la technique. Au fait, dans la structure du discours, c'est très judéo-chrétien. Excusez-moi. Et donc, mais c'est très crétin, on va y venir et je vais vous montrer un exemple très important. Et donc, souvent, c'est les tenants de ce qu'on appelle la géogénierie, donc qui consiste à trouver des solutions aux problèmes que nous connaissons. Et donc, parmi ceux-ci, il y a la question du climat. Donc, et toutes les solutions de géogénierie qui sont proposées pour résoudre la question du climat sont toujours des solutions simples qui fonctionnent en linéarité, avec des causalités simples, au fait. Hein. Et au fait, alors que le monde, il fonctionne comme un système avec des boucles de rétroaction, des choses bien plus compliquées. Et toutes ces solutions-là sont ultra simples. Il n'y en a aucune qui fonctionne. Parce que quand bien même on pourrait, via de la géogénérie, contrôler la température moyenne, on déréglerait le climat, ce qui est une autre chose. Et puis en plus, il faudrait que l'on ne s'arrête pas de le faire. Enfin bref, je ne vais pas rentrer dans les détails. Et donc, les corps cubiens, alors cette slide, alors j'ai pas mis le bras levé, mais cette slide, je l'avais présentée il y a 3 ans dans une exposition, donc j'avais déjà Musk dans le communicateur. Et donc j'ai rajouté même une chose, parce qu'ils vont rendre le monde meilleur avec la science, donc je pourrais mettre la technique, et j'ai marqué, maintenant j'ai rajouté fasciste, parce qu'on est vraiment dans des approches technofascistes quasiment, en l'occurrence, parce que c'est en train de se produire cette contre-révolution woke. Et donc, et d'une manière, moi ce qui m'amusait déjà à l'époque, quand je parlais de Musk, parce que voilà, Musk était mis en évidence et comme étant quelqu'un à la pointe de la technologie, mais finalement ce qui le fait, son univers mental, c'est la science-fiction d'il y a 100 ans en arrière, c'est les BD qu'on voyait gamin, enfin, c'est une vision pas du tout moderne, mais certainement pas post-moderne. Il a une vision complètement plutôt de vieux, moi je trouve. Donc moi je présentais ça à des lycéens, je leur dis mais putain, mais Musk, vous le respectez, mais ce mec il a une vision de vieux, quoi. Enfin, voilà, bon bref. Et puis de l'autre côté, c'est très caricatural, les doomsdayers. Alors là, c'est plutôt dire bah on est foutu, ça, tout va péter, partir en couille. Donc moi je pense que quand même il y a des alternatives. Donc effectivement, il faut un peu se calmer. La démographie est importante, bien sûr. C'est sûr que c'est un facteur important, mais tout ne se résume pas à des enjeux démographiques. Donc on a vraiment des enjeux de manière de vivre. Et quand on dit manière de vivre, forcément, il y a une dimension culturelle, du sens qu'on donne à notre relation, à ce qui est autour de nous. Et donc, voilà. Donc, c'est vrai que là, j'en profite pour mentionner d'autres termes qui sont utilisés à la place d'anthropocène. Il y a le capitalocène, il y a l'anglocène, l'occidentalocène. En anglais, là, le Age of Stupidity, et d'autres, il y en a plein d'autres, quoi. Donc, ils sont tous intéressants. Moi, je considère quand même que l'anthropocène, c'est le moins mauvais. Il faut juste être conscient de ses limites. Mais le capitalocène, je reviendrai dessus. Évidemment, la question du capitalisme, elle se pose. Mais il y a quand même des enjeux aussi d'ordre anthropologique qui vont, il me semble, aussi au-delà de l'anthropocène. Donc, ça a du sens, effectivement, probablement de critiquer le capitalisme, mais probablement que ça ne se limite pas à ça, à mon avis. Donc, comprendre maintenant, pour aller de point de vue théorique, comprendre d'où vient l'anthropocène, enfin, pour bien saisir cette notion, il faut comprendre d'où elle est, de quel contexte de pensée elle émerge, au fait. Et l'anthropocène a il y a des antécédents qui ont été proposés par des géologues au XIXe siècle. Il y a, j'ai oublié les noms précis, mais enfin, par Stoppani, il y a Renevy en Suisse, il y a un certain nombre de géologues qui ont proposé, liés à des enjeux qui étaient liés aux coupes de forêt et de climat, donc, qui ont résulté avec des précipitations. Donc on avait déjà proposé d'introduire, il y a déjà cette idée au XIXe siècle, mais il faut savoir que l'anthropocène dont on parle ici, lui, il est vraiment lié à la pensée systémique. L'idée même, le concept d'anthropocène, il est surtout proposé en l'an 2000 par un prix Nobel, Paul Crutzen, qui était météorologue, qui, dans le cadre d'une conférence, va dire, mais tout ça, c'est l'anthropocène. Et ce qui est intéressant, c'est de considérer que Paul Crutzen le fait dans une conférence, je crois que c'était à Mexico, enfin à vérifier, c'était une conférence d'une communauté qui se nomme elle-même les Earth System Sciences, les sciences du système Terre, au fait. Hein. Et cette notion de systémique, elle est très intéressante parce que, bien sûr, on peut en retrouver... On peut remonter dans l'histoire, mais surtout, c'est une notion même un paradigme de pensée très fort qui commence à se développer au XXe siècle, mais surtout qui explose après la Deuxième Guerre mondiale. Et il y a différentes dimensions à ça, mais en tout cas, pour ce qui est des sciences environnementales, ce nouveau paradigme, vraiment en sens
contexte de pensée qui se développe après la Deuxième Guerre mondiale, c'est qu'en fait, on commence à se rendre compte des limites, en tout cas pour les sciences physiques, des limites des approches disciplinaires et donc réductionnistes. Donc on va se dire, ça ne suffit pas pour rendre compte des systèmes terrestres. En particulier, on voulait comprendre, et il faut savoir qu'il y a aussi l'armée là derrière, on voulait comprendre comment fonctionne et qu'est-ce qu'il y a au fond des océans, et on voulait comprendre le climat. Donc il y a une approche très pragmatique et très d'ingénierie qui va être à l'origine de cette découverte des limites des approches théoriques. Mais j'aime bien le dire parce que souvent, on a tendance à se dire, oui, il y a la science un peu qui développe, de manière un peu platonicienne, qui va découvrir des choses, et puis après, on applique par les techniques. Mais il y a plein d'exemples, y compris par exemple dans l'histoire de la thermodynamique, où c'est plutôt l'ingénierie qui a démarré, qui a précédé les développements théoriques. Donc là, là, il y a et entre autres, cette communauté, elle va arriver au développement de la tectonique des plaques. La tectonique des plaques est juste enfant de ça, et aussi la climatologie moderne. Donc cette communauté des Earth System Sciences, je ne peux pas la développer, il y a un article très intéressant, vous avez la référence ici dans la revue Nature, qui explique son développement. Elle va elle-même développer donc la notion d'anthropocène, la notion de limite planétaire et de grande accélération. Alors, cette pensée systémique, elle ne se limite pas au sens environnemental, des sciences dites, je déteste, je ne veux pas le dire, mais des sciences, bon, je vais dire naturels, parce que je ne supporte pas la notion de sciences dures, pour moi ça n'a pas de sens cette idée-là, mais des sciences naturelles, puisque évidemment on la retrouve aussi dans les sciences humaines et sociales. J'en veux par exemple, je peux citer la théorie de l'acteur réseau de Calon, Latour et d'autres, qui vraiment relève de la pensée systémique. J'aime citer aussi, comme il se définit lui-même, Edgar Morin, paraphilosophe, parce qu'il se dit paraphilosophe, pas philosophe, avec tout son travail sur la complexité. Le troisième exemple que je cite toujours, c'est Jean Piaget avec son épistémologie génétique. Je me suis amusé une fois à prendre le PDF et puis à chercher le mot système, mais il est plusieurs fois par page. C'est vraiment, on voit que c'est une manière d'entreprendre les choses. Alors après, on pourrait faire des liens avec le structuralisme ou plein de choses, mais ça, c'est plus délicat. Mais en tout cas, voilà, c'est vraiment un contexte de pensée qui va changer le point de vue sur notre représentation du monde. Alors, si je reviens à cette communauté des Earth System Sciences, elle a publié en 86 ce premier schéma du système Terre. Et donc, il est assez intéressant parce qu'on voit qu'ils ont mis l'humain. C'est sympa, ils ont fait une black box humain. Donc on a l'humain, c'est déjà pas mal. Ça, c'est la version 86. Et puis, 40 ans plus tard, ils vont produire ça. Mais ça, je trouve vraiment remarquable aussi en termes d'évolution de cette pensée systémique et son résultat. Parce que là, cette fois, on n'a pas des boîtes vraiment fermées. On a 3 grandes aires avec la géosphère, la biosphère et une anthroposphère, et des limites floues entre ces sphères. Il y a des limites très floues. Et puis là, donc on va retrouver, on va dire, ce qui relève des géosciences, de la biologie. Mais pour la partie humaine, ce qui est quand même assez incroyable, il y a des enjeux institutionnels. Alors peut-être qu'il y a des PSC ici, je sais pas, probablement. Oui, parce que c'est lié à la politique, enfin c'est tout ce qu'on a dit. Mais aussi, vous voyez qu'il y a la population humaine avec ses cultures, mais c'est au pluriel, valeurs et croyances. Je trouve ça incroyable. Ça veut dire que pour cette communauté des Earth System Sciences, elle arrive au développement, elle a intégré les sciences humaines et sociales, et c'est vrai qu'il y a ce qu'on appelle les humanités environnementales, qui a intégré cette communauté-là, et donc rendre compte du système Terre, ça veut dire qu'il faut également rendre compte de ça. C'est pas juste ça, ou juste le climat, ou je sais pas quoi, c'est le tout. Rendre compte du système Terre, c'est vraiment intégrer ces choses-là. Et ça, je trouve que c'est remarquable. Et d'un point de vue d'histoire des sciences, je trouve quand même assez remarquable, parce que la science la science du XVIIe siècle, je suis désolé, j'y vais un peu avec mes gros sabots, mais la science qui naît du XVIIe siècle, elle est dans un contexte très particulier, quasiment platonicien, où on va utiliser les mathématiques pour rendre compte d'expériences qu'on fait, qui d'ailleurs s'expriment par les mathématiques, et puis on va développer des approches très réductionnistes, et puis finalement, aussi pour des raisons très pragmatiques, la science, elle va se développer là-dedans, elle va se développer dans cette direction, et en intégrant même les sciences humaines et sociales avec une approche interdisciplinaire. Je trouve ça quand même assez incroyable quand même que les sciences aient évolué comme ça, avec des changements de paradigme. Et c'est vrai qu'à ce titre-là, et c'est vrai que, par exemple, des géographes comme Michel Husseau aiment dire que la systémique, c'est un changement de paradigme. C'est vraiment un changement d'aborder les questions, de nombreux enjeux. Ça va jusque-là ? Alors, si on poursuit dans cette direction, la partie jaune, eh bien, l'Anthropocène va forcément amener des questionnements sur ces enjeux d'ordre anthropologique.
Et on peut classiquement, j'aime bien les distinguer de deux manières. Il y a des enjeux liés à notre représentation du temps et d'autres de l'espace. Pratique, hein, c'est juste une manière d'organiser les choses. Hein, c'est pas... Et c'est vrai que l'Anthropocène, dans le fond, c'est le choc des temps. C'est le croisement de notre temps civilisationnel, notre histoire humaine, avec celui de l'histoire géologique. Normalement, on les conçoit, et je vais présenter une dia là-dessus, de manière séparée. Et donc là, c'est représenté dans une œuvre d'art d'une artiste suisse, Marie Velardi, qui a aussi également travaillé sur ces questions à l'époque avec Bruno Latour et l'exposition Anthropocène Monument qui était aux abattoirs à Toulouse, je crois que c'est 2013 ou 2014. Et donc, elle avait produit cette œuvre d'art où elle avait croisé différentes échelles de temps. On retrouve l'échelle des temps géologiques en colimaçon, mais aussi d'autres échelles, d'autres manières de représenter le temps. Donc, dans le fond, l'Anthropocène, c'est ça, c'est le croisement, c'est un signal, mais c'est ce croisement de choses qu'on pense indépendantes, au fait, en réalité. Et ça, c'est un peu choquant, enfin, c'est pas normal par rapport à notre représentation, notre culture et notre cosmologie. Donc la question de la perspective temporelle, si je prends du point de vue, notre point de vue à nous, occidental, on a tendance en général à penser le temps et tout ce qui relèverait plutôt des sciences de la géologie ou des cailloux, comme des choses très loin, éloignées dans le passé, au fait. Hein. Et puis, donc, il y a des événements géologiques qui se passent au début. On imagine la Terre en fusion, tout ça. Puis après, ça refroidit, il y a des montagnes, et puis c'est un substratum. Ou alors, une manière un peu plus élaborée de se dire, oui, il y a encore des volcans, il y a encore des tremblements de terre, donc il y a encore des petits soubresauts. C'est représentation du temps. Globalement, on a une espèce d'idée d'une stabilité du monde naturel, en fait. Ça, c'est une idée assez forte chez nous, et même j'ai des collègues didacticiens qui parlent même de l'obstacle de l'état stable de la nature. C'est-à-dire que quand on parle de ces questions avec nos publics, il y a une tendance, un non-dit, consiste à considérer que tout ça, c'est stable, en fait, ça ne bouge pas. Et ce temps géologique, on le retrouve. On retrouve, par exemple, dans la représentation en trois règnes, minéral, végétal, animal, hein, qui remonte même à l'échelle naturelle d'Aristote, hein, cette idée avec l'échelle jusqu'aux anges, la chaîne des êtres. Et donc, c'est une représentation qui n'est pas neutre. On l'utilise pour quasiment quotidiennement pour classer les choses autour de nous. C'est un modèle qu'on utilise, mais il est tout à fait discutable, ce modèle. Et ça, on n'en a pas assez conscience. Et donc, dans cette représentation, le minéral, bien évidemment, il a une dimension de substratum immuable. Après, avec une représentation, puis on le dit ou pas, que Homo sapiens serait au sommet de cette échelle. Hein, donc, finalement, c'est une perspective qui est finaliste et très anthropocentrée. Il y a un autre enjeu avec le temps qui est très important, mais tout ça, c'est lié. C'est quel est notre régime historique, comment nous pensons le temps. Fondamentalement, en Occident, on pense le temps sagittal. Et avec l'idée du temps sagittal, c'est l'idée de progrès. Et ça contraste fortement avec des pensées asiatiques et par exemple bouddhistes qui ont le temps cyclique. Et ça, c'est vraiment important. Je vous donne un exemple que je cite toujours parce que je trouve qu'il est vraiment très parlant. Je me suis retrouvé une fois dans une expédition géologique dans l'Himalaya, et avec un groupe d'une 5 à 10 Ladakhis, je ne sais même plus en détail, des gens du Ladakh, des bouddhistes, à leur expliquer la formation de l'Himalaya. Et je l'ai fait d'une manière très didactique, qui marche très efficace, que j'avais déjà bien expérimenté chez nous, dans les Alpes. Et ce qui m'a vraiment frappé, c'est la réaction de ces bouddhistes au même savoir que je transmettais à nous autres occidentaux. C'est-à-dire que quand j'en venais aux conclusions que l'Himalaya était très jeune, que l'Himalaya allait disparaître, et qu'après l'Himalaya, une fois qu'elle aura disparu, il y aura une autre chaîne de montagnes avec l'Australie qui va rentrer en collision contre l'Asie, mais eux, ils trouvaient ça tout à fait normal, quoi. C'était fun pour eux. Ah ouais, c'était normal. Donc on n'est pas au niveau... Et moi, quand je raconte ça pour les Alpes à des gens les plus éduqués possibles, c'est pas la même réaction. Et là, j'ai vraiment expérimenté. Ah, c'est rigolo parce que j'avais mis en place un dispositif didactique très bien pensé. Voilà. Mais là, la seule différence qui explique la différence de réaction entre les deux publics, c'est leur cosmologie. C'est-à-dire que ces gens-là, ils ont le temps cyclique. Donc pour eux, c'était tout à fait normal puisque je leur racontais les cycles. Tandis que nous, c'est quoi? Il n'y a pas toujours eu les Alpes, quoi? Le Cervin, il va partir. Le Cervin en Suisse, c'est mon canton, c'est le Valais. Mais le Cervin, c'est un instantané, quoi. Il n'avait pas cette forme il y a 10 000 ans, il l'aura, enfin, pas tout à fait, il ne l'aura pas dans 10 000 ans, hein, c'est juste un instantané. Mais ça choque très fortement, parce que ça va à l'encontre. Et tout à l'heure, Cédric Le Sec, il disait le passé peut-il inspirer le futur? Donc ça, c'est amusant, parce que nous, comme on est pris dans ce temps sagittal, donc déjà, dès que vous remettez en question des pratiques,
du fait qu'on a ce soubassement cosmologique, eh bien on vous dit « Ah, mais vous voulez retourner à la lampe à pétrole. Ah, vous voulez être comme les Amish. » Je fais la référence française, oui, je suis un peu de culture. On nous dit ça. Mais là aussi, par rapport à ce que disait Cédric, c'était très intéressant parce qu'il disait on pourrait interroger des pratiques anciennes. Et d'ailleurs, à ce titre, il y a un excellent musée en Suisse que je vous conseille absolument de visiter en Valais, qui s'appelle le musée de Bagne. Bagne, c'est juste en dessous de Verbier, à peu près sur la route quand on va au Grand Saint-Bernard. Il y a un excellent musée qui est une approche très entrepôt, qui en fait exactement une exposition sur ce thème, le thème qu'évoquait Cédric tout à l'heure. Alors celle-là, elle est fermée, maintenant ils en ont fait sur l'automobile, que je ne l'ai encore pas vue, elle est certainement brillante, mais il y a une publication, donc intéressez-vous à ce musée, il est vraiment intéressant. Mais vous voyez la différence, c'est très important, le régime historique, hyper important. Alors ça aussi, ça a des implications épistémologiques, je vais utiliser des gros mots, mais notre représentation, c'est quoi l'histoire? Donc on peut aller aux prémices de l'histoire moderne avec Leibniz, ou finalement, qui va s'intéresser à la géologie. Leibniz, c'est remarquable son travail. Il va faire de la géologie, il va reprendre les travaux de Sténon. À un moment, il a un mandat pour faire l'histoire de la famille des Brunswick, et il va dire, je vais la faire remonter dans l'histoire le plus reculée du temps. Puis il va faire la stratigraphie. C'est complètement génial. Bon, vous voyez Leibniz, ces penseurs là, qui faisaient tout, c'était juste des génies absolus. C'était complètement incroyable. Mais voilà, dans cette représentation, on a la géologie comme un décor de cinéma. Puis après, il y a Fernand Braudel, qui est quand même la référence, qui va aussi essayer de faire le lien. Mais donc là, je tire de cette idée de l'Alexander Fédéraud, qui a fait sa thèse avec Dominique Bourg pour une philosophie de l'Anthropocène, qui va considérer que Braudel, lui, va plus faire l'intégration des différentes histoires, un peu comme des poupées russes. Et puis maintenant, il y a la position actuelle, et entre autres menée par Dipesh Chakrabarty, qui consiste à dire, désormais, il n'y a plus lieu de distinguer histoire civilisationnelle de l'histoire naturelle. Forcément. Alors, en plus, c'est intéressant parce que Dipesh Chakrabarty, vous imaginez bien qu'il est indien. Alors, il a fait carrière aux États-Unis à l'école de Chicago, donc une université extrêmement prestigieuse, mais lui, c'est un spécialiste du colonialisme, et il est indien. Donc, il va amener une autre perspective sur l'histoire, et elle est tout à fait pertinente. C'est-à-dire qu'on peut se redire, alors, quel que soit le début de l'Anthropocène, mais se dire, mais effectivement, est-ce qu'il y a lieu, toujours sachant qu'il y a une interdépendance tellement grande entre ces deux histoires? Et ça, je trouve ça passionnant, en fait. Et ça a des conséquences très fortes sur notre travail. Toujours sur la perspective temporelle, ça c'est très moderne, l'idée d'historiciser les choses. Forcément, c'est le résultat des travaux historiques. Donc les sciences naturelles, elles ont une dimension fonctionnaliste, mais aussi historique. On va utiliser des traces pour refaire l'histoire de la Terre, l'histoire de la vie, etc. Donc, et ça, je l'ai pris dans mon musée. On a tendance à faire une ligne du temps. Et puis dire, là, il y a eu ça, puis ça, puis ça, puis ça. En oubliant toute la variété de ce qui n'a pas marché ou ce qui s'est passé en annexe. Mais le problème très concret qu'on a en géologie, et on le fait tous, pour expliquer, faire sentir la profondeur des temps géologiques, on va faire soit une analogie temporelle, soit en distance, puis on va dire, ah ben l'homme, il apparaît là. Mais le problème en faisant ça, c'est qu'en réalité, on laisse entendre que l'impact comment dire, l'homme est tellement rien dans cette histoire que finalement, ces impacts ne peuvent pas être profonds. Et ça a été mis en avant par une géologue américaine qui a écrit un livre formidable qui s'appelle Timefulness, Marcia Björnrund, qui dit, mais il faut faire attention, parce que cette représentation du temps, elle induit aussi des idées assez erronées, qu'on serait juste à la fin de l'histoire de la Terre, et puis la Terre étant tellement grande, et ça justifie cette prédation sans limite des ressources terrestres. Donc action humaine perçue comme insignifiante. Il y a aussi une perspective spatiale. Donc là, j'ai abordé la question du temps. Maintenant, on peut prendre du point de vue plus géographique, en faisant référence aux travaux de Philippe Descola. Je pense que la plupart d'entre vous connaissez. Donc il a proposé un modèle, parce que je connais les critiques sur Descola, et c'est un modèle. Lui-même, il est très prudent. Donc, il propose des ontologies qui sont des tendances, et puis on peut bien accepter qu'à un moment donné, et voire même un seul individu est porteur de différentes ontologies, mais il y a toujours une qui va quand même dominer. Donc, c'est intéressant de les mettre en évidence. Et je suis désolé pour les... Et donc, lui, il va pouvoir mettre en évidence l'apparition d'une forme spécifique de relation à ce qui nous entoure, d'un point de vue géographique et pas historique, qui va appeler la nature ou le naturalisme, qui va à peu près apparaître à la Renaissance. En gros, c'est progressif, mais enfin, il y a un nouveau rapport qui s'installe où, d'une certaine manière, si je dis quelques mots de son modèle, lui va prendre deux critères entre ce qu'il appelle les humains et les non-humains, quels qu'ils soient. Et d'ailleurs, je précise, et j'en ai discuté directement avec lui, donc je peux le dire, j'ai profité d'une question que vous posez. Le non-humain, ce n'est pas que le vivant. Le non-humain, c'est le non-humain. C'est les cailloux, les montagnes, n'importe quoi. Parce que là aussi, parce qu'on a très tendance, surtout dans la philosophie francophone ou française, c'est de dire oui, il faut se rapprocher, le Caire avec le vivant. Non, c'est le non-humain, c'est tout.
le reste. Donc, lui va considérer, est-ce que du point de vue de la physicalité, de la matière, est-ce que nous sommes semblables ou dissemblables avec ce non-humain, et au niveau de l'intériorité, semblables ou dissemblables. Et donc, la caractéristique du naturalisme, c'est qu'on va considérer qu'on a la même matière, mais qu'en revanche, en termes d'intériorité, nous sommes uniques. Ça, c'est notre spécificité. Donc, à elle seule, parce qu'on peut dire beaucoup de choses sur la modernité. Alors, je sais qu'il y a beaucoup d'historiens ici, c'est pas la modernité des historiens, c'est un peu la modernité des philosophes. Donc, je la fais remonter jusqu'à la Renaissance, moi, hein, c'est cette pensée-là. Et à l'instar j'avais entendu une fois sur France Culture Latour dire, oui, mais si on devait résumer la modernité, c'est le nature-culture. Tu l'évoquais tout à l'heure, Serge, ici. Mais ce gabarit ontologique qui nous constitue, il est extrêmement fort, parce qu'il va forcément déterminer jusqu'à nos institutions et jusqu'à nos musées, parce qu'on va distinguer la nature comme... la nature, elle était perçue comme ça au départ, comme des machines qui suivent des lois. D'ailleurs, la notion de loi, c'est qu'on considère qu'il y a un absolu. Existe-t-il des lois? Enfin, en tout cas, peut-on toucher les lois de la nature? Je ne crois pas, c'est un horizon, enfin, bon, c'est une autre question. Mais on va distinguer, je ne sais pas, au niveau académique, des sciences, des facultés de sciences naturelles et des facultés de sciences humaines et sociales. Et puis après, nous, on va quand même faire des musées de sciences naturelles, et puis des musées d'art et de société, et puis des musées de société. On va quand même distinguer. Moi, cette dichotomie, je l'ai quand même sentie aujourd'hui dans certaines choses qui ont été annoncées. Quand bien même, et je spoil la fin, je pense qu'on est tous des musées de société, au fait, y compris les musées de sciences naturelles. Donc il y a cette forte dichotomie qui va fortement imprégner nos institutions, notre manière d'apprendre le monde, et donc d'organiser nos collections, de présenter les choses. Donc voilà, cette dichotomie, c'est un peu caricatural, mais évidemment, la nature comme une machine. Donc évidemment, les projets des premiers scientifiques, c'est de trouver les lois. Et d'ailleurs, l'approche, elle est quasiment théologique, hein, parce que si on comprend les lois de la nature et qu'elles ont été voulues par Dieu, hein, c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'ecclésiastes qui sont intéressés au sens naturel. Et puis, la culture, c'est la liberté. Alors, toute une gamme de perceptions de ce qu'est la liberté. Voilà, donc ça, c'est... Mais du coup, ça, c'est de la théorie, mais du coup, moi, je pose cette question. Cette poule, vous la mettez dans quel musée? Dans cette dichotomie, elle va où, la poule? Quelles sont vos suggestions? Non, mais par défaut, tout le monde va me dire, mais c'est le musée de sciences naturelles. Ah, bravo, parce que vous êtes très éduqués. Mais en fait, la poule, elle va partout. Elle va juste partout, la poule. Et honnêtement, ça vous semble une évidence, là. Vous venez de montrer l'évidence, parce qu'on est entre professionnels. On est entre professionnels. Mais j'ai fait partie de la commission ICOM Define pour la définition du musée. J'étais dans les 22 gueulus qui ont amené la définition de 2022. Pardon? Ben quoi? Mais j'ai dû me battre au sein de ce groupe. Enfin, quelqu'un voulait dire, on va mettre... Parce qu'il y avait patrimoine... matériel, immatériel, hein, ça a remonté de la communauté ICOM, ça c'était sûr. Mais quelqu'un a dit, on va mettre aussi patrimoine naturel et culturel. Et moi je suis arrivé, je fais, no way, j'ai dit, surtout pas. Et honnêtement, ça n'a pas été gagné, quoi. Ça n'a pas été une évidence, j'ai dû expliquer. Et en plus, c'est quelqu'un qui venait plutôt de l'art, de la culture, puis qui me disait, je ne vais pas le dire, mais qui me disait, non, mais il y a toujours une nature-culture. J'ai dit, non, alors je lui explique. Puis elle me dit, oui, mais maintenant c'est dans le monde entier. Et je lui dis, mais oui, c'est la colonisation. En fait, on a exporté notre modèle, on a exporté nos structures institutionnelles, qui fait que même au Japon, où ils n'ont pas nature-culture, ils ont des musées de sciences naturelles et des musées de société. Et d'ailleurs, c'était chouette parce qu'il y avait une stagiaire à l'ICOM qui a dit je peux prendre la parole, une japonaise. Elle a dit, ouais, moi je suis japonaise, on n'a pas nature-culture. Mais ça n'a pas été gagné. Et d'ailleurs, à un moment donné dans le processus, il y a eu de la votation entre deux définitions. Une avait nature-culture, et je crois qu'on est passé... vraiment à un cheveu d'avoir nature-culture, quoi. Donc imaginez, donc ça vous semble une évidence, on rigole, mais même au sein professionnel, et plus largement quand ça a été voté par des comités plus larges, ce n'était pas toute la communauté ICOM internationale qui a voté, mais ce n'était pas gagné. Donc le nature-culture, vous voyez que ce n'est pas si évident que ça. Donc finalement, ce qui est en jeu ici, c'est les mythes et les valeurs qui en résultent aussi hein, de tout ça. Il y a la question de liberté, de transcendance, d'autodétermination, j'en ai mis d'autres, la question du temps, du progrès, les grandes dichotomies, sujet-objet, tout ça, c'est pas l'Anthropocène qui seul les questionne. Hein. D'ailleurs, c'est une sorte de paradoxe avec l'Anthropocène, parce que si on fait la liste de tous les concepts que je suis en train de mobiliser autour de l'Anthropocène, individuellement, ils ne sont pas nouveaux. Nature-culture, ça fait très longtemps qu'on discute de ça en sciences humaines et sociales. Mais ce qui est intéressant avec l'Anthropocène, c'est que
on les lie. Tout ça, tous ces concepts se lient et prennent une autre force parce que, en tout cas, on va lier la nature-culture à des enjeux géologiques. Enfin, c'est ça qui est, je trouve, assez passionnant. Donc, la question, effectivement, d'une certaine manière, l'Anthropocène est un signal qui contredit un certain nombre de mythes de nos valeurs qui ne sont plus adaptés. Les sociétés, nécessairement, elles sont liées à des mythes. On ne peut pas se défaire de mythes et de valeurs, mais en tout cas, je pense qu'à minima, il serait bon de prendre conscience que nos mythes et valeurs ne sont plus opérationnels dans la situation actuelle, parce qu'il en résulte une situation qui est vraiment problématique. Ça va ? Donc ça, je reviens à ce schéma, donc ça explique effectivement, je trouve que D'ailleurs, quand il y a eu, juste avant le vote sur la définition du musée, j'ai été invité avec quelques collègues à Prague à prendre la parole dans une table ronde en plénière, et j'ai repris ce schéma parce que je trouve qu'il est vraiment, je trouve qu'il plaide pour une approche. Alors je parlais d'un point de vue d'un musée de sciences naturelles, il plaide pour une approche interdisciplinaire. Ça ne veut pas dire qu'on doit traiter de tout, mais ça veut dire que alors, vous pouvez le faire, vous, écomusées, parce que vous êtes des écomusées, mais en tout cas, pour les musées disciplinaires, ça veut dire qu'il faut avoir une vraie ouverture et une compréhension des enjeux plus généraux. Et il y a des musées de sciences naturelles, je pense à celui de Berlin, qui a intégré dans ses équipes des gens qui viennent de la littérature, qui viennent de l'histoire des sciences, et ça, je trouve remarquable, et qui développent des projets super intéressants, je vais en mentionner un. Alors, ce gabarit ontologique, pour utiliser des gros mots intellectuels, il n'est plus pertinent au regard de l'Anthropocène, et donc c'est un signal qui interroge les valeurs. Donc, il y a aussi l'enjeu, je fais la pub pour la lettre. Oh, Isabelle, vous êtes content, j'ai fait la pub, voilà. Pour la prochaine lettre de l'OCIM, où on m'a demandé d'écrire un article sur ce sujet, donc vous allez retrouver un résumé de ce que je présente aujourd'hui, avec un objectif, in fine, qu'on peut considérer, qui en soit peut-être assez subversif, qui est de dénaturaliser les esprits. C'est-à-dire qu'on peut avoir comme objectif, y compris dans un musée de sciences naturelles, de questionner, d'arriver à des questions de valeur. Et dans cet article, si je reprends la définition de l'ICOM, moi j'aime bien, je travaille beaucoup, alors parce que je suis suisse, ça a été dit, les Suisses, on travaille sur la réflexivité. Je ne sais pas qui l'a dit, toi. Non, c'est pas qui l'a dit. Moi j'aime bien ça, mais bon, je ne sais pas si c'est parce que je suis suisse, mais pardon. Mais l'idée, c'est qu'effectivement, il y a l'enjeu de... On partage des connaissances, des faits objectivés, les plus objectifs possibles, objectivés, qui sont ceux qui relèvent du signal anthropocène, et évidemment, on voit bien l'actualité, hein, maintenant on essaie de les cacher, hein, on casse le thermomètre pour surtout pas avoir les problèmes. Et donc on peut partager des connaissances avec l'objectif de questionner les valeurs, c'est cette flèche-là. Et puis après, on peut aller un peu plus loin, mais on ne va pas faire ça toujours. Évidemment, les valeurs, elles questionnent aussi les faits, parce que de toute manière, c'est la situation un peu compliquée et paradoxale, c'est qu'au fait, l'Anthropocène signale la fin d'un paradigme, d'une manière d'être au monde, la modernité, mais sans avoir encore les outils intellectuels de ce qui devrait être la pensée suivante. On ne peut pas les imposer. Et donc, ça nous amène, nous aussi, musées, je pense, dans une situation... Bon, vous connaissez ça, quoi, d'agora, ou d'être aussi des lieux où doivent simplement échanger des idées. Parce que nous, on ne peut pas être prescriptif. Tout ce qu'on peut faire, c'est transmettre des choses qu'on ne peut pas dire ou qu'on ne peut pas faire et que nous enseigne la science. Mais en revanche, on ne peut pas aller plus loin. Après, l'invention d'une nouvelle cosmologie, tout ça, c'est un processus qui va prendre du temps. Et donc, modestement, l'idée, c'est d'y participer. Alors moi, j'aime beaucoup cette phrase d'Edgar Morin, qui est tiré d'un article qu'il a publié c'est une tribune libre qu'il a publié dans le journal Le Monde. C'est en accès libre pour celles et ceux qui ne sont pas abonnés. Vous avez accès avec le QR code à l'article qui s'appelle « Éloge de la métamorphose ». Et dans cet article, Edgar Morin dit que le probable est la désintégration, l'improbable possible est la métamorphose. Donc ça, j'adore cette phrase parce qu'elle est un peu... C'est très Morin, yin-yang comme ça. Mais c'est sûr, si on continue comme ça, on va dans le mur. Mais ce qui est possible, et lui, il dit l'improbable, c'est tout à fait... Il a dit, moi, dans ma vie, j'ai connu, ça, il a une histoire incroyable, Morin, j'ai connu plein de fois l'improbable. C'est la métamorphose. Donc la métamorphose, l'enjeu, il est au niveau culturel. C'est vraiment au niveau de la nécessité de faire bouger les valeurs. Ce qui en soi est banal, parce que la culture, elle ne relève qu'une évolution contingente d'hybridation sans cesse. Donc d'où aussi le danger que nous avons dans nos musées, encore une fois, de réifier, d'essentialiser des pratiques, alors qu'elles sont toujours elles-mêmes issues d'hybridation et qu'elles évoluent. Enfin voilà, c'est cette question-là. Donc je pense qu'on a un rôle essentiel à jouer dans ce domaine. Donc j'aime bien ce texte. Moi, je l'ai mis dans mon musée, cette phrase d'Edgar Morin. Parce qu'elle dit les deux. Hein. On peut pas faire... L'idée, puis en plus, c'est pas l'idée de faire que du catastrophisme, c'est de montrer qu'il y a une voie pour sortir de ce pétrin. Et cette voie, elle passe par des enjeux anthropologiques et culturels. C'est pour ça que ce matin, on parlait de... Enfin, moi, j'étais aussi pour ces enjeux. Donc, c'est pas très beau, mais c'est un espace qu'on l'a mis en scène dans le musée, dans l'expo permanente, dans un endroit un petit peu à part. On a fait un espace métamorphose. Alors, c'est chouette pour un musée de sciences naturelles, parce que la métamorphose, c'est une métaphore d'un enjeu, d'un mécanisme des sciences naturelles, la métamorphose.
Mais on a fait, donc d'un côté, on a fait la désintégration. Donc on part ici, puis il y a plein de, on va dire, d'images très négatives, et au fond, on a un mur. Donc on se casse la tête contre le mur. Puis derrière, on a mis 3 écrans. Puis pour signifier, et là je suis très très fier de ce qu'on a fait, pour signifier la stupidité d'où on va, eh bien on a pris un projet d'Elon Musk. On l'a fait il y a 5 ans, je suis très très fier de ça. On a pris le projet Starman, donc du nom de la chanson. Alors ça c'est très très noble, hein, la chanson de David Bowie, Starman, où Trump avait envoyé autour de la Terre et maintenant dans le système solaire une voiture Tesla avec un mannequin, puis on pouvait la suivre sur YouTube. Donc on montre ce lancement, puis on a aussi un écran qui montre l'augmentation des déchets qui circulent autour de la Terre. Hein. Donc ça c'est le genre de projet stupide. On trouvait que c'était sympa d'illustrer la stupidité. Puis de l'autre côté, on essaie de montrer que c'est un enjeu de valeur et donc les publics peuvent choisir un certain nombre de valeurs ou d'idées comme la liberté, le progrès, la croissance, et puis s'exprimer là-dessus, puis on les invite à essayer d'imaginer les choses autrement. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai pris l'année dernière, donc c'est faire bon, voilà, ça c'est très peace and love, hein, faire la paix entre tous les humains, mais il y a des idées comme ça. L'idée, c'est que dans un musée de sciences naturelles, amener aussi nos publics à interroger également des valeurs, ou voilà, qu'est-ce que la liberté, etc. Un autre projet qu'on a mené au Musée de la Nature, c'est une exposition itinérante qu'on a fait spécifiquement pour les établissements scolaires secondaires de post-obligatoire et écoles professionnelles. C'était une collaboration qu'on a fait avec la Haute École pédagogique du Valais, donc c'est l'université qui forme les enseignants. Et dans ce projet, au cœur du projet, il y avait la question de challenger l'idée « peut-on maîtriser la nature ?» Donc vous voyez que c'était au cœur du projet. Là, l'Anthropocène, c'était un cadre, ce n'était pas une exposition sur l'Anthropocène, c'est le cas de penser, mais l'idée, c'était de questionner, peut-on maîtriser la nature, en particulier au regard d'un parcours qui passait par des cartes systémiques. Donc l'idée, c'était de dire que voilà, les choses sont tellement interconnectées et complexes, par définition, complexes et complexus reliés ensemble, et bien qu'on n'a pas des solutions simples, et que en fait, voilà, il suffit, encore une fois, contre la géogénétique, ce genre de choses. Et donc la question de maîtrise, évidemment, nous, on pensait à Descartes, hein, l'homme comme maître et processeur de la nature. Après, on s'est rendu compte, parce qu'on mène des recherches là-dessus, on a fait des entretiens semi-dirigés avec les élèves. Ce qui ressort, c'est qu'effectivement, eux, ils n'ont évidemment pas cette représentation. On n'a peut-être pas très bien travaillé cette partie-là de l'expo, mais il y a l'idée de contrôle, de quelle manière, jusqu'à quel point on peut contrôler la nature. Et une autre chose aussi, peut-être un résultat, on va le publier, mais moi, il faut voir que dans le fond, souvent, notre objectif, ça n'a pas marché dans cette expo. Parce qu'on s'est rendu compte dans les entretiens qu'avant, pendant et après, les élèves, il y a une espèce de ce qu'on appelle un contrat didactique qui consiste à interpréter ce qu'on va leur proposer comme exposition, étant donné qu'elle traite des questions environnementales, au travers du gabarit problème-solution. Ça, ils font leur métier d'élève, ils se disent « Ah ouais, ils vont nous montrer une exposition sur les enjeux environnementaux, ils vont nous présenter des problèmes et des solutions. Donc je vais chercher les problèmes et les solutions. » Et franchement, les amener à la question réflexive, c'est pas gagné, parce que d'abord, c'est ce qu'ils cherchent. Ils cherchent avant tout ça. Et c'est vraiment un obstacle et c'est vachement lié aussi au développement durable. Pas seulement, mais c'est quand même une approche. Voilà. La collection maintenant, parce que je vais essayer de rendre un peu dynamique cette conférence. On a développé au Musée de la Nature une collection anthropocène. Donc, normalement, et ça ne choque personne, dans un musée de sciences naturelles, on a ce genre de trophées de cerf. Hein. On les a nous-mêmes, hein, celui-là, il est dans notre collection. Et puis, on a commencé à développer ce genre de trophées de cerf-là. Ça, c'était notre premier. Ça, c'est un des derniers qu'on a acquis. D'ailleurs, on a pu, comme on collabore avec le service de la chasse, puis ils sont au courant de notre collection, on a toute une série de ces trophées. On a pu en tenir un qui venait de mourir, donc on a pu le naturaliser. C'est même un prêt qu'on avait fait au musée des Confluences pour la Terre en héritage. Il a été présenté là-bas pour la première fois. Mais ça, c'est super intéressant, parce qu'il y a quand même une sacrée différence entre ces deux trophées de cerf. Le premier, on peut croire un peu naïvement, enfin c'est l'idée, on ne le questionne pas trop, on se dit, c'est un trophée de cerf, cet objet, l'objet représente l'objet naturel, pur, naturel. Bon, je suis d'accord, ça n'existe pas. Pour moi, il n'y a aucun objet qui est pas culturel. Mais enfin, on va se dire, c'est le représentant de la nature. Mais après, moi, dans le musée, j'interroge les publics, je leur dis, mais ça, là, c'est naturel ou c'est culturel? Puis les gens disent, ouais, c'est une œuvre d'art. Quelqu'un a parlé du musée de la chasse, hein, c'est peut-être au musée de la chasse. Pas du tout. C'est vraiment un cerf, à l'instar de tous les autres, qui est mort parce qu'il s'est pris les bois et puis qui est mort comme ça, quoi. C'est juste terrible. Donc on a un objet qui est finalement pas vraiment culturel, il n'y a pas d'intentionnalité, il n'y a ni celle de tuer les cerfs par ce moyen juste horrible. On a un objet qui est symboliquement un peu hybride, qui ne marche pas très très bien. Donc on a une série aussi de petites publications
On en a dédié un sur la collection des musées, puis il y en a un qu'on a dédié à ce cerf. Mais il y a d'autres objets, ça c'est un objet que je suis très content d'avoir au musée, c'est de la trinitite. Alors la trinitite, c'est un sable fondu qui s'est formé le 16 juillet 1945 à 5h29. Vous avez vu Oppenheimer, c'est la première bombe atomique qui explose dans le désert de Trinity, d'où le nom Trinitite. Et ça, c'est un chouette... D'ailleurs, c'est potentiellement aussi un marqueur géologique, parce que là, effectivement, c'est le début de tous les essais nucléaires, et donc tous ces radioisotopes qui se sédimentent dans les mers et les bassins sédimentaires du monde entier, qui sont des excellents marqueurs, et pour très longtemps, de l'Anthropocène. Il y a des objets comme celui-ci, ça c'est des tomates séchées, qui sont modifiées génétiquement. Donc là aussi, tomate, déjà même la tomate, parce qu'elle est déjà issue de sélection artificielle, en plus elle est modifiée, enfin, ce genre d'objet je vous présente. On a aussi, ça c'est plus lié au territoire valaisan, il y a une grande usine d'aluminium dans le Haut-Valais, la partie germanophone, et puis a été révélée une scandaleuse histoire de pollution au mercure, et donc il y a eu des prélèvements, des analyses qui ont été faites, et moi j'en ai récupéré au musée pour les faire rentrer dans la collection. Il y a aussi les aérosols, ça on les avait présentés dans notre exposition sur l'Anthropocène, qui sont aussi des marqueurs très forts de ubiquus sédimentaire de l'Anthropocène. Ça, je passerai, je ne vais pas parler trop, mais plutôt un exemple que je préfère, c'est des galets de béton. C'est-à-dire que je suis allé pas très loin de mon musée. Bon, j'ai passé la frontière, je suis dans le canton de Vaud. Et dans cette rivière, comme géologue alpin, je peux reconnaître des galets de différentes roches alpines. Je sais très bien à quoi les rattacher. Mais on a aussi des galets de béton. Donc c'est assez génial parce que ce sont des galets au sens géologique. Ils ont été formés par l'entrechoquement des blocs. Donc on a une forme de galet avec le processus qui va, mais en revanche la matière est très très différente. Donc il a le même statut de galet, mais donc là on a un objet un peu étrange qui relève dans la littérature autour de l'Anthropocène ce qu'on appelle les technofossiles ou la technosphère. On a aussi un autre exemple, j'ai fait rentrer aussi, il y avait une étude sur une seule variété de lichen qui a été échantillonnée tout le long de la vallée du Rhône pour étudier la pollution au mercure également. Et donc, ils avaient fait des analyses chimiques classiques. Donc, moi, je l'ai fait rentrer ça dans la collection. Donc, l'objectif, vous voyez bien qu'on n'est pas dans la collection dite Panini, l'idée d'avoir toutes les espèces, parce que là, dans la boîte, c'est toujours la même espèce. Mais l'idée, c'est que potentiellement, d'un point de vue scientifique, on pourrait je fais le pari qu'à l'avenir, on pourrait les réétudier en faisant par exemple des analyses isotopiques pour mieux comprendre la pollution et ses enjeux, parce que les sources ne sont pas toujours très claires. Donc sur ces questions-là, je vous conseille la lecture par exemple de cet article. J'ai mentionné les collègues de Berlin. C'était eux qui sont à la tête de ce projet-là, entre autres un projet aussi qui a été fait avec le Muséum de Paris, mais c'est surtout eux qui avaient le lead là-dessus, qui montre les enjeux et donc cette manière de différentes vues qu'on peut avoir sur les objets. Un autre exemple d'exposition qu'on a faite relativement récemment, on l'avait appelée artificielle. C'était une exposition qu'on a menée avec le Center for Post-Natural History de Pittsburgh, qui est un petit centre d'art qui s'est constitué sur l'idée qu'il y avait dans les musées de sciences naturelles un angle mort qui n'était pas traité, qui sont les animaux domestiques ou tout ce qui était modifié par l'humain. Donc par exemple la poule. Mais bon, moi, je lui ai rétorqué à mon collègue ce que je dit tout à l'heure, c'est que tous les musées, la poule, mais bref. Et donc, on a travaillé avec eux, et l'idée, c'était de présenter, on a présenté différents animaux, des objets tout à fait banals, comme du blé, des poules, des vaches, pour montrer que c'était des objets, c'était des hybrides, au fait, en réalité, qui n'existaient pas dans la nature. La poule n'existe pas dans la nature, le chien n'existe pas dans la nature. Et de révéler pour chacun de ces objets, dans une perspective temporelle à deux périodes historiques, on va dire avant la modernité et pendant la modernité, les raisons pour lesquelles on les a sélectionnés ou domestiqués. Et ça, c'est très variable. Et par exemple, la poule, on l'a traitée à 2 étages. On avait la partie ancienne, quasiment néolithique, où on a des théories d'archéozoologues qui montrent que c'était pas vraiment pour se nourrir, c'était pour avoir des plumes d'ornementation, c'était pour faire des combats, c'était pour d'autres raisons. Et puis après, on avait la poule, c'est celle que vous avez dit tout à l'heure, contemporaine, qui a été, dans ces 50 dernières années, optimisée pour grossir très rapidement et nous nourrir. Donc on a, pour le même objet, 2 raisons très très différentes. Donc on est bien, on l'a fait, on a joué sur ce contraste des raisons et de la diversité. Également dans la fiche, vous avez un pigeon. Pourquoi un pigeon qui fait un backflip dans la fiche? Eh bien, c'est ce qu'on appelle les rouleurs de Birmingham. Ce sont ces pigeons qui sont sélectionnés par leur capacité de faire des saltos arrière, en fait. Donc, il y a toujours des domestications qui se font pour des raisons très, très diverses, quoi.
Et puis j'aimerais aussi, avant de conclure, j'aimerais vous présenter quelques images de notre exposition, alors qu'on avait fait plus que dans le cadre Anthropocène, mais qui était quasiment un manifeste sur l'Anthropocène. C'était l'exposition Objectif Terre qu'on a fait en 2016-2017. Alors j'en suis très fier parce que depuis, on sait que c'est la première exposition au monde qui a été produite par un musée de sciences naturelles sur l'Anthropocène. Et l'idée ici, c'était un peu, déjà même au travers du titre, c'était questionner un mythe moderne, qui est celui de la conquête. Donc évidemment, nous francophones, on a la référence Objectif Lune, mais là on l'avait inversé avec Objectif Terre. Donc c'était une exposition interdisciplinaire qui démarrait par une échelle des temps géologiques. En fait, on marchait sur l'échelle des temps géologiques et puis on problématisait la question de l'Anthropocène. On avait écrit Anthropocène sur fond blanc. C'est pas défini dans l'échelle des temps géologiques. On a laissé blanc avec un point d'interrogation. Et de ce mot Anthropocène partaient les lignes multiples dans le musée et qui accompagnaient les visiteurs et les guidaient dans l'exposition. Donc on avait ainsi des lignes qui partaient. Alors je précise qu'on est dans un bâtiment qui est une prison, c'est assez contraignant pour faire des expositions. Et puis ensuite, dans toute l'exposition, il y avait ces lignes qui partaient, qui rentraient et qui même participaient de la scénographie dans les scènes, vous allez le voir. Donc on avait un premier étage qui montrait, qui avait comme objectif, qui avait une grande diversité en 2016, qui n'avait pas que le climat. Le climat, c'est juste cette petite salle-là, mais on montrait tout le reste aussi. Et ça marchait hyper bien. Les gens disaient, oh putain, il n'y a pas que le climat. Ils le vivaient vraiment en déambulant dans l'exposition. Et c'était presque comme un calendrier de Noël, parce que salle en salle, vous rentrez, il n'est pas très positif. Donc on traitait comme ça des différentes problématiques, je n'ai pas le temps de les développer, donc plutôt au sens environnemental, avec un autre exemple ici vous voyez, c'est terrible, trophée de cerf, c'est même deux qui se sont restés crochés, un des deux avait des fils de fer barbelés, ils sont restés crochés, ils sont morts ensemble. Et au deuxième étage, on posait la question vraiment de l'Anthropocène, avec une petite partie sur le début de l'Anthropocène. On avait quand même traité ça avec une grande variété, on avait mis dans différentes langues les autres termes qui sont utilisés pour nommer l'Anthropocène. Et puis surtout, on posait la question du fond anthropologique. Et donc on avait cette salle très importante, qui était centrale au deuxième étage, qui symbolisait la modernité, avec deux éléments. L'objectivation et la distance à l'environnement et la perspective d'un monde, du mécanisme du monde. Donc dans cette salle, j'avais voulu, on avait repris une représentation d'une peinture de la Renaissance avec la perspective très forte, qui en elle-même, et c'est interprété parfois comme ça en histoire de l'art, l'invention de la perspective à la Renaissance, c'est une forme d'objectivation de notre rapport à la nature. Et donc, ce qu'avait fait c'est une artiste qui a fait la scénographie. Moi, j'ai dit, j'aimerais une grille de perspective, je veux quelque chose sur la perspective. Et elle a eu l'idée géniale de faire la salle en grille de perspective. Donc, on avait cet univers très froid, cette salle blanche, on était dans une grille de perspective. Et puis, dans cette salle, on avait disposé différents mécanismes, dont un androïde, enfin, certains, on pouvait même faire fonctionner certains mécanismes, pour avoir cette représentation du monde à la fois à distance et d'un monde machine, en fait. Et puis on avait traité 2-3 autres questions, comme la question nature-culture. On avait mis nature-culture dans cette salle, un dispositif assez simple. On avait représenté à gauche les objets naturels organisés selon les règles minérales, végétales et animales. On questionnait l'enjeu de la conquête, que j'ai évoqué tout à l'heure, au travers de 3 exemples. Évidemment, la conquête spatiale. Il y a aussi la conquête des sommets. On est en canton alpin, ça c'est très intéressant parce que qui sont les premières personnes qui vont conquérir les sommets? C'est les aristocrates des grandes villes européennes. Donc, c'est pas une question de compétences physiques, puisque les locaux avaient les compétences d'aller sur les montagnes, mais ils n'y allaient pas parce qu'il y avait des barrières symboliques. Et donc, ceux qui sont porteurs de la nouvelle manière d'être au monde moderne, eux, ils vont aller sur les montagnes. Et c'est le même mécanisme qui fait qu'on va oser traverser les océans et chercher l'Inde de l'autre. Donc, ça, c'était l'autre exemple qu'on avait. On avait aussi la privatisation des biens. Et puis aussi l'enjeu, alors bien sûr qu'il y a des enjeux politiques. Moi, je ne suis pas contre la question de la critique du capitalisme, mais on avait fait une salle en disant, de gauche ou de droite, il faut produire. Parce que le communiste, tel qu'il s'est développé, il était aussi, et au moins aussi productiviste que le capitaliste, et ils s'en vantaient d'ailleurs. Donc il y a aussi, l'idée c'était un choix de mettre ces questions sur un enjeu plus anthropologique et pas rester à la question politique. Je pas trop. Et puis la dernière salle, on a aussi quelque chose qu'on avait construit sur la phrase d'Edgar Morin avec une dimension participative. Donc si le projet vous intéresse, il y a un site, on a fait de la publication via un site en ligne qui s'appelle objectif-terre.world. On n'avait pas d'autres points possibles, on a dû prendre celui-ci. Alors ça date un peu, mais voilà, vous allez retrouver le synopsis, c'est pas une visite virtuelle d'exposition, mais vous allez retrouver le synopsis de l'exposition.
Donc, je terminerai par ça. On peut se poser la question, pour résumer, du rôle des musées au temps de l'Anthropocène. Donc, en général, ce qui est attendu de nous, c'est de préparer les citoyens de demain à s'adapter aux défis auxquels nos sociétés seront confrontées. Donc, en gros, on va transmettre des connaissances pour qu'ils se forment, puis qu'ils deviennent des bons professionnels. Moi, ce pourquoi je milite, alors je ne suis pas contre la transmission de connaissances, c'est très bien, on peut le faire, c'est plutôt qu'on doit aussi être sur le deuxième enjeu, qui est celui de remettre en question les valeurs pour préparer la société du futur. L'Anthropocène est un signal qui nous montre que ça ne marche plus. L'idée, ce n'est pas de juger l'avant, je m'en fous de ça, mais dire au moins de reconnaître qu'on a, on a un vrai problème dans notre relation, dans toutes ces dimensions, que ce soit spatiale, temporelle, de manière de penser au monde, et donc il faudrait nécessairement faire évoluer ces valeurs. Donc en soi, c'est très joli, mais c'est vachement subversif, hein, parce que vis-à-vis de nos mandants et de nos autorités, c'est pas forcément évident. Tout à l'heure, vous parlez ça dépend du contexte politique, hein, et c'est pas forcément évident d'accepter ce genre de choses. Et puis la dernière chose, je vais faire de la promo pour un colloque qu'on organise du 3 à 5 septembre à Sion, qui justement va poser cette question, la question des médiations au regard de l'Anthropocène. Donc l'idée comment. Et on a reçu une 60aine de propositions très intéressantes de dispositifs qui visent à développer une médiation qui ouvre les possibles et les discussions et qui n'est pas une médiation qui vise juste classiquement en didactique à transmettre des connexions par une transposition didactique, mais vraiment au contraire d'ouvrir des espaces de discussion. Donc vous avez certainement des compétences dans ce domaine-là. Donc notre objectif par l'organisation de ce colloque, c'est de réunir des gens. Donc il y a des gens qui vont communiquer, mais les communications ne seront que des prétextes à des carrefours où tous les participeront, j'espère, vraiment contribueront à échanger nos pratiques. Donc c'est très orienté pratique et réflexif pour développer cette médiation-là. Voilà, je vous remercie pour votre attention. On va peut-être s'accorder 5-10 minutes maximum de questions avant la dernière prise de parole. Alors, première main levée. Est-ce qu'il y a des questions ? Merci beaucoup pour votre présentation. Moi, ça m'a beaucoup inspiré sur la suite des projets de la FEMS dans le cycle qu'on a entamé sur les questions de la question écologique et sociale. Et donc l'année prochaine, on va poursuivre. Et on envisageait de travailler sur la question du vivant, la prise en compte dans l'action des musées, de sociétés, des écomusées, la prise en compte du vivant. Mais vous avez parlé tout à l'heure de la question entre nature et culture, et puis ce qui n'est pas humain, le non-humain, ouais, qui ne s'arrête pas au vivant. Et du coup, la question, ce serait peut-être de se demander si c'est plutôt le humain et le non-humain, ce qui n'est pas humain. En tout cas, dans cette manière vous avez beaucoup insisté sur les dichotomies, ou qu'est-ce qui s'oppose à... Qu'est-ce qu'on peut opposer à quoi, oui. Et voilà, je ne sais pas si oui, vous voyez, alors, merci pour cette question. C'est vrai qu'on aborde la question avec une dichotomie. Ça illustre le fait, si je veux dire de manière un peu méta, de la situation dans laquelle on est. En fait, on doit encore utiliser les outils dichotomiques pour avancer dans la réflexion, mais déjà à ce niveau-là, effectivement, le non-humain ne devrait pas être pensé que par l'animal. C'est-à-dire qu'il y a un continuum, il y a des interactions, et même du point de vue de l'histoire de la Terre, il y a une forme de coévolution biotique à biotique. Les choses sont allées dans les deux sens, au fait, mais constamment. En fait, il y a des interactions. Et d'une manière très concrète, elles se posent parce que quand on discute des enjeux, en particulier des enjeux légaux, on parle des fois des rivières ou des fleuves. Bon, une rivière, je suis désolé, mais un fleuve, c'est pas animal. Hein. Pourtant, on pose bien la question. Donc, on peut pas dire que la rivière, c'est que les animaux qui vivent dedans. Donc, déjà, par ce seul exemple, on devrait déjà dépasser la question qui consiste à identifier le non-humain à l'animal. Non, le non-humain, c'est le monde tel qu'il fonctionne, avec ses temporalités. Je citais tout à l'heure Marcia Björnrud qui parle des temps géologiques. Elle dit que c'est comme une symphonie. C'est-à-dire que ça aussi, c'est une simplification, et souvent qui est due au géologue. On va dire ce qui est géologique, c'est toujours des temps longs. Mais non. Le géologue, lui, quand il va refaire, en tant qu'historien, il va refaire l'histoire géologique, il va
il aura une boîte à outils à la Lévi-Strauss de modèles scientifiques qui, pour certains, sont parfois très courts. Des fois, il y a des dépôts comme ça, ce qu'on appelle des avalanches sous-marines, des débris flots, qui se déposent en quelques minutes. Et donc, des fois, pour avoir ça de sédiments, c'est pas des millions d'années. Donc, il y a des choses qui sont si rapides, à différentes temporalités. Et donc, il faut accepter qu'il y a des cycles géochimiques qui ne sont pas tous en millions d'années, il y a des choses qui sont beaucoup plus courtes. Et tout ça interagit entre biotique et abiotique. Donc, effectivement, je pense que c'est plus intéressant d'élargir le cercle. Et finalement, l'enjeu, c'est de comprendre qu'on est terrien, en fait. Hein. Et être terrien, c'est pas juste être vivant, c'est faire partie de ce truc dynamique qui dépasse le vivant. Donc, on peut après, peut-être porter une attention particulière au vivant, mais il faut quand même avoir ça en arrière-fond et être conscient de cette vision plus large, je pense. Les bouddhistes le font très bien. Eux, non mais c'est vrai, ils le font très très bien. Si vous lisez des textes bouddhistes, ils ont une approche avec leur relation au monde qui entoure. Alors bien, il y a une proximité plus grande avec le vivant, mais n'empêche qu'ils vont aller jusqu'à la grotte, à la montagne, etc. Et ça, c'est vraiment super intéressant. Marie, alors très très rapidement, Marie, avec une réponse très très rapide de Nicolas. Voilà. Je vais essayer. Merci François. Tout d'abord, voilà, vraiment un grand merci pour votre intervention qui est vraiment stimulante et voilà, enfin vraiment stimulante, inspirante et pas trop déprimante, même si effectivement, voilà, cette prise de conscience, voilà, qu'on partage tous. Je voulais, moi, c'est simplement ce que vous nous avez dit, me faisait penser à une exposition que j'ai vue l'année dernière, mais je crois qui court toujours, et dont vous avez sans doute connaissance, elle se tient en Suisse également, au Musée des Cultures de Bâle, Alles lebt. Alors, ça marche pas très bien, la traduction française, parce que justement, il s'appelle Vivant, bien plus que des mondes humains, mais c'est dans le vivant, justement, c'est pas que le vivant, enfin, c'est le non-humain. Et je ne sais pas si vous l'avez vu, parce qu'effectivement, ces questions-là de rapport à tout ce qui n'est pas humain, en fait, de cette relation et voilà, de tout ce questionnement autour de l'Anthropocène, avec des approches qui sont celles du Musée des Cultures, donc une approche ethnographique, anthropologique et à l'échelle mondiale. Et elle est, voilà, enfin, je trouve qu'elle faisait vraiment écho à ce que vous nous avez présenté avec voilà, une autre approche qui est plutôt celle d'un musée d'ethnographie. Ouais. Bon, c'est le Swiss style. Voilà, ça fait rien, je ne l'ai pas vu, mais en tout cas, moi, je considère que le musée de sciences naturelles doit intégrer des enjeux anthropologiques. Dans notre groupe, ce matin, on a dit, mais finalement, tout est anthropologique, et vous l'avez dit, moi, je suis complètement d'accord, tous les musées sont des musées de société. Donc, soit par les implications des savoirs qui sont présentés, si c'est des musées, il y a des disciplines académiques, mais aussi parce que les raisons qui fondent les épistémologies de ces disciplines, elles se situent aussi dans une culture, et elles sont liées à des mythes et des valeurs aussi. La conclusion.